mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast débrief du Tour des Flandres. Ça y est, le Ronde 2 a rendu son verdict avec 2 champions du monde vainqueurs à Oudenaarde dimanche. Et avec moi pour en parler, alors non pas 2 champions du monde, mais presque. Étienne Gourceau de Dico du Sport est avec moi. Salut Étienne. Salut Guillaume. Bah écoute, on se quitte plus en ce moment, les 2 Charentais sont roue dans roue, tel Van Der Poel et Pogacar, même s'il y a un moment, il y en a un qui a fini par larguer l'autre quand même. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est avec moi aussi. Salut Julien. Salut Guillaume, salut Étienne, salut à tous. Bon, Julien aussi, le fidèle des fidèles dans Vélo Podcast. Merci Étienne et Julien aussi d'être là à chaque fois pour m'accompagner dans ces débats, parce que là franchement, il y avait à dire. Forcément, il fallait que j'ai 2 personnes avec moi pour en parler de ce Tour des Flandres. Déjà pour commencer, Lotto Kopecky, vainqueur chez les femmes, Tadej Pogacar, vainqueur chez les hommes. 2 coureurs en arc-en-ciel qui lèvent les bras au Tour des Flandres à Oudenaarde. Étienne, je vais commencer par toi. C'est exceptionnel quand même. C'est forcément magnifique dans la mesure où c'est un maillot, c'est le maillot qui fait rêver la plupart des cyclistes, que ce soit femmes ou hommes, dans les pelotons mondiaux. Donc, c'est toujours, on a longtemps parlé de la malédiction du maillot de champion du monde, notamment chez les hommes. Bon, depuis que Van Der Poel l'a pris, on a vu que cette malédiction s'était un peu érodée, mais c'est toujours une pression supplémentaire. Tu es vu dans le peloton, tu peux pas trop te cacher, et finalement, les 2 ont assumé leur statut d'une manière différente, mais avec succès. Julien, est-ce que ça rend ce Tour des Flandres exceptionnel aussi, et est-ce que finalement c'est pas ce qui rend le Tour des Flandres si particulier par rapport aux autres monuments? La preuve que les plus grands coureurs ont envie de gagner cette course et que 2 champions du monde le remportent. Alors, petite interrogation qui sera vérifiée, mais c'est la première fois, il me semble, que 2 champions du monde gagnent le Tour des Flandres, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ça donne une aura supplémentaire. Hier, il y avait c'est une tradition sur le Tour des Flandres de réunir les 2 vainqueurs pour une photo finale. Et quand tu vois ça, tu dis ouais, quand même c'est beau un maillot de champion du monde, et ça attire forcément l'œil. Hier, c'était je prenais les photos pour le site, et c'est aussi ce que je cherchais en premier, le maillot de champion du monde chez les femmes quand je vais travailler, et chez les hommes quand j'en profitais pour regarder. C'est le maillot que tu cherches avant tout. Donc c'est vrai que ça apporte une aura supplémentaire à cette course qui est déjà mythique. Tu étais sur place, tu étais à Oudenaarde, et puis autour de Oudenaarde avec tous ces monts, tu t'es pas mal baladé sur la course. Qu'est-ce que tu as ressenti toi pendant ce dimanche? Alors la ferveur chez les hommes, ça elle se démentira jamais en Belgique, ça c'est une certitude. Il y avait des passages, on les a vus passer au pied du Wolvenberg. Il y avait des spectateurs sur 4 ans, ce qui est quand même digne d'étape de col dans le Tour de France, pour donner une comparaison. Et chez les femmes, de plus en plus, les gens restent. Les premières années où j'y allais, c'est vrai que c'était les hommes passaient vite, fallait courir au mont suivant ou courir devant la télé pour regarder l'arrivée des hommes. Là, les gens restent ou ressortent de la maison pour regarder passer les femmes, et avec une affluence énorme, et beaucoup. Et les championnes du monde, elle est à domicile, et beaucoup de monde qui avait des pancartes pour Lotto Kopecky. Forcément, Étienne, Julien vient d'en parler, le succès populaire aussi de cette course féminine. On en parlera un petit peu après de la partie femme, mais c'est vrai que c'est un dimanche de fête, et le fait de caler la course femme après la course homme, finalement on se rend compte que c'est un vrai succès et que le Tour des Flandres a trouvé la bonne formule. Je pense pas qu'il y ait une formule unique, parce que Paris-Roubaix chez les femmes se dispute la veille de la course homme, et on s'aperçoit aussi que les audiences sont bonnes et qu'il y avait quand même aussi du public sur les routes. Je pense pas qu'il y ait de formule gagnante pour les femmes. Je pense que en fait la seule formule gagnante, c'est de continuer à les diffuser, de plus en plus, diffuser plus de courses. En fait, il faut qu'elles s'inscrivent dans les foyers, il faut que ça.
pense faut ça fasse rêver les gens, comme peut faire rêver les gens un Tadej Pogačar ou un Mathieu Van Der Poel ou d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est acquis que... maintenant, c'est acquis maintenant. Les femmes nous offrent un spectacle et les audiences cartonnent, hein, d'ailleurs. Et il y avait, il faut que je me souvienne, c'était le Tour des Flandres l'année dernière où il y a 2 ans, il y avait peut-être même plus de spectateurs devant la télé que pour la course homme chez les femmes. Ouais, mais pour moi, justement, non, c'est pas tout à fait totalement acquis. C'est d'actualité, mais on sait que ça reste fragile et si on continue pas d'insister médiatiquement, comme nous, on est en train de le faire d'ailleurs dans ce podcast, ben, ça peut vite retomber parce que il y a toujours des biais malgré tout. Alors, je veux pas rentrer dans des débats sociologiques, mais il y aura toujours des biais qui s'estompent petit à petit, mais ça va se faire sur plusieurs années, voire une grosse dizaine d'années. Ça se met en place. On voit des énormes progrès depuis 3 ou 4 ans, que ça soit dans la retransmission des courses femmes ou dans le avant et après course, hein, on va dire dans le storytelling. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire malgré tout. Allez, on va passer au débrief de cette course homme. On parlera de la course femme juste après, vous inquiétez pas, parce que notamment derrière Lotto Kopecky, on a fait avoir une victoire française au Tour des Flandres avec Pauline Ferrand-Prévot qui a brillé. Moi, je dois vous avouer que j'étais devant mon écran au moment où le sprint s'est lancé. J'étais prêt à bondir en cas de victoire, je pense que tout le monde l'était. Et Julien, tu nous parleras aussi un peu de ce que tu as vécu, toi, derrière la ligne d'arrivée, là où tu étais au moment où il y avait le sprint final avec Pauline Ferrand-Prévot à la lutte pour la victoire derrière Lotto Kopecky. La course homme remportée par le champion du monde, Tadej Pogačar, en solitaire devant Mats Pedersen et Mathieu Van Der Poel. Top 5 complété par Wout van Aert et Jasper Stuyven. Stuyven qui a travaillé notamment dans le final pour Mats Pedersen, le Danois qui lui a rendu hommage après la course. Le top 10 derrière, Tish Benoot 6, Stefan Kung 7 et puis le peloton des poursuivants pour la 8e place réglée par Filippo Ganna devant Ivan Garcia Cortina et Davide Ballerini, les Astana qui arrivent quand même à prendre plus d'une centaine de points sur ce Tour des Flandres parce qu'en plus il y a Mayton Nissen 12e. Je te l'avais dit, Guillaume. Partout. Un Astana en top 10. Je l'avais call dans le podcast de présentation. Ah, tu l'avais dit. Et il y avait une quarantaine de coureurs quand même dans ce groupe de poursuivants, avec un retour vers Oudenaarde qui était, semble-t-il, vente de face et qui a permis aussi au groupe de rentrer finalement, parce que les petites grappes de coureurs qui s'étaient isolées dans les différents monts avant, notamment dans le vieux Coiremont quand ça avait explosé, ils ont pu rentrer les uns sur les autres et donc on avait un peloton d'une quarantaine. La victoire de Tadej Pogačar, quand même, il faut en parler, messieurs. Julien, Pogačar, il les a tous fait craquer un à un, on rappelle, c'est à une 50aine de kilomètres de l'arrivée dans le 2e passage du vieux Coiremont qu'il a, on va dire, déclenché la course, déclenché la première vraie estocade. Il les a tous fait craquer, il les a usés en fait. C'était vraiment le tableau noir qu'ils avaient prévu, je pense, un peu dans le storytelling qu'ils avaient fait dans leur story pré-Tour des Flandres, montrer qu'il allait attaquer dans le Coiremont. Peut-être que certains ne sont pas méfiants en disant que c'était une guerre d'image ou autre, mais il a vraiment il a fait la course qu'il fallait, de Tadej Pogačar. Il avait un peu peur d'arriver avec Van Der Poel au sprint. Non, il a fait péter au moment où il fallait faire tout casser, quoi. Et d'ailleurs, Nico Matan, qu'on avait en invité avant ce Tour des Flandres, il me disait, Nico Matan, si Pogačar arrive dans un sprint à 2 avec Mathieu Van Der Poel, ça peut le faire. S'il est dans un sprint à 3, il va perdre. Bon, quand on arrive en solitaire, c'est plus facile. Étienne, Pogačar qui gagne en solitaire pour la 2e fois en 3 ans, puisqu'il y a 2 ans, quand il remporte son premier Tour des Flandres, c'est déjà en solitaire. Il a eu sa revanche face à Mathieu Van Der Poel après sa défaite à Milan-San Remo. On peut vraiment le dire. Je pense que ça l'avait quand même marqué, parce qu'à Milan-San Remo, il avait vraiment mis plusieurs cartouches, que ce soit dans la Cipressa ou dans le Poggio, et ça n'avait pas marché, il n'avait pas réussi à le faire sauter. Et je pense que, au fond de lui, je pense qu'il y a un moment où il a dû gamberger, parce qu'il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6... Van Der Poel le colle. Il y a un moment dans la première ascension dans la 2e ascension du vieux Coiremont, Van Der Poel est hyper mal placé. Il revient avec une facilité, ce qui semble être facile à ce moment-là. Et je pense que Pogačar a pu gamberger et a peut-être craint un bis repetita à Milan-San Remo. Et je pense que quand il l'a sorti de sa roue dans la dernière ascension du vieux Coiremont, ça devait être un certain soulagement et s'était débarrassé du problème. Mais finalement, la tactique était la même qu'à Milan-San Remo, Étienne, parce que
on avait Ouais. une course d'usure, des attaques. Le problème, c'est qu'à Milan-San Remo, il n'y a pas assez de difficultés pour faire autant d'attaques qu'au Tour des Flandres. De toute façon, c'est la même tactique à chaque fois que Tadej Pogacar. Hein. C'est-à-dire, faut pas chercher très compliqué. C'est j'attaque. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, ça passe pas. Mais il a pas vraiment de plan B. C'est pas un coureur attentif. C'est quelqu'un qui va tenter de forcer le destin coûte que coûte. Julien, on avait vu Tadej Pogacar préparer son coup parce que on se souvient, Étienne en parlait, des stories d'avant-course. Florian Vermeersch qui avait publié sa sortie Strava, il avait pratiquement, je crois même qu'il avait peut-être battu il avait pratiquement battu le record du Vieux-Quaremont, il a fait un temps énorme. Pogacar l'avait pas sorti d'ailleurs, sa sortie Strava, on n'avait pas vu les stats. Il avait préparé son coup avec son équipe. Bon voilà, c'était Vieux-Quaremont, on fait tout péter dedans et puis derrière, advienne que pourra. C'était ça qui était prévu. Hein. On fait péter au Vieux-Quaremont, on confirme dans le Paterberg au cas où il reste quelques coureurs qui essaient de s'accrocher. C'était en force, quoi. C'était du Pogacar pur jus, comme dit Étienne. On n'attend pas, on prend l'initiative de la course. C'est le genre de cyclisme qui commence à plaire, et moi qui me plaît énormément. D'ailleurs, Julien, tu peux nous parler un petit peu toi qui étais sur place, un peu comment ça réagissait autour de toi lorsque Tadej Pogacar a lâché notamment Mathieu Van Der Poel ou lorsqu'il y avait les différentes attaques du Slovène, parce on sait que Mathieu Van Der Poel est une superstar, même en Belgique, du fait de ses différentes présences sur les cyclocross l'hiver, toute l'année, sur les classiques flandriennes, il est tout le temps là pour jouer la victoire aussi. C'est un coureur qui dépasse même le cadre des Pays-Bas, mais même au royaume des Belges, au royaume de Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel est une superstar. Comment est perçu Tadej Pogacar face à Van Der Poel, est-ce qu'il est aussi apprécié que cela? Eh ben, j'étais agréablement surpris, oui. Et même, alors il y a toujours un peu cette guerre Belgique-Pays-Bas, on le voit sur le cyclocross en Belgique ou sur certaines courses, comme on l'a encore vu malheureusement sur l'E3 où c'est craché dessus. Écoute, il y a énormément de respect pour Pogacar qui bat un peu le super favori Mathieu Van Der Poel. Donc ça plaît aussi aux Belges. Et puis bon, voilà. Pogacar sait faire le show aussi. Donc ça attire aussi forcément le public belge. Bon, Étienne, tant qu'un Néerlandais se fait battre en Belgique, ils sont contents. Ouais, et puis en final, je sais pas si tu te rappelles, mais on a quand même insisté. On avait peur de la prestation des Belges. Finalement, ils en mettent 3 dans le top 6 avec un Wout van Aert qui a été bien plus acteur que ce qu'on pouvait espérer. Je pense qu'il a dépassé les espérances même de ses plus fervents supporters. Et oui, forcément, c'est vrai que Van Der Poel qui se fait battre, je pense qu'en Belgique, on a dû sourire, on va dire. Il y avait beaucoup de fûts de bière vides après l'arrivée. Hein. Ça, et beaucoup de contrôle à la sortie d'Audenarde. Ça, c'est pas pour déplaire à Nico Matane qu'on salue qui bossait pour la bière Quaremont sur le Tour des Flandres et qui nous a très gentiment accepté l'interview d'avant Tour des Flandres. Je vais rappeler quand même un petit point. Alors déjà, on parlera de Wout van Aert plutôt à la fin du podcast parce qu'il y a le débrief du Tour des Flandres homme-femme, mais il y aura un petit pas de côté, bien sûr Paris-Roubaix qui arrive samedi et dimanche, puisque c'est pas comme le Tour des Flandres, il y a Paris-Roubaix femmes le samedi et Paris-Roubaix hommes le dimanche. On fera un peu la présentation de ce Paris-Roubaix et des enjeux en fin de podcast. Rappelez, avant de passer à la suite, que Tadej Pogacar a donc remporté son 8e monument, son 2e Tour des Flandres, lui qui compte déjà 2 Liège-Bastogne-Liège et 4 Tours de Lombardie. Il vient donc de repasser devant Mathieu Van Der Poel qui l'avait égalisé à 7 monuments partout à Milan-San Remo, et donc on attend la belle lors de Paris-Roubaix, et puisqu'ils ont déjà un monument chacun. Là aussi, messieurs, je sais pas qui veut prendre la parole, mais on a l'impression que sur les monuments, il n'y a plus que Van Der Poel et Pogacar qui sont capables de les gagner aujourd'hui. Ils vampirisent le tout. Je prends la parole en premier, je m'excuse auprès de Julien. Alors il y avait Philipsen qui avait gagné Milan-San Remo l'année dernière, effectivement, mais j'ai vu passer une stat. Mené par Van Der Poel. C'est ça, mené par Van Der Poel. J'avais vu passer une stat, Pogacar c'est le 2e coureur le plus jeune de l'histoire du cyclisme à remporter 8 monuments. Le premier étant bien sûr Eddy Merckx, parce que de toute façon toute question a pour réponse Eddy Merckx quand on parle de record. Mais encore que Pogacar commence à en déterrer quelques-uns. Donc
Mais ouais, c'est clair que Pogačar, Van der Poel, c'est les deux seuls qui peuvent remporter, les monuments. C'est vrai, c'est l'impression que ça me fait aussi. Pourquoi pas Evenepoel hein, dans une immense forme sur un Liège-Bastogne-Liège, mais encore que. Mais c'est vrai que Pogačar, il a 8 monuments et on se dit maintenant qu'il est possible qu'il en ait au moins 10 d'ici la fin de la saison et qu'il peut quasiment finir à 11 s'il gagne les 4 derniers, enfin s'il gagne les 3 derniers. Et là, ça serait la folie parce qu'il aurait 11 monuments à 26 ans, 10. Je pense que honnêtement, sauf chute au mauvais moment, il finira à 10 monuments à la fin de saison parce que le Lombardie, il l'aura encore dans la poche. Liège-Bastogne-Liège, personne ne le battre. Il n'y a que Paris-Roubaix où il y a encore des grandes interrogations. On en reviendra plus tard dans le podcast. Mais on parle beaucoup de Van der Poel, mais c'est encore plus. J'ai l'impression que dès que Pogačar s'aligne sur un monument, hors Milan-San Remo qui lui résiste, et on ne sait pas encore trop pour Paris-Roubaix, c'est quasiment pour jouer la gagne. Enfin, c'est pas pour jouer la gagne, c'est pour gagner. Julien, avant de te donner la parole, juste rappeler que Pogačar, en remportant son 8e monument, eh bien, il vient d'égaliser Rick Van Looy. Quand même, Rick Van Looy, qui a lui remporté les 5 monuments dans sa carrière, et que, comme le disait Étienne, s'il termine à 11 monuments, il égalera un certain Roger de Vlaminck, qui est le 2e plus grand vainqueur de monuments dans sa carrière, avec eh bien 11 monuments au total. C'est dire, Julien, si Pogačar peut déjà poser son empreinte sur l'histoire du cyclisme dès cette année, sachant que son premier monument, il l'a remporté qu'en 2021 et qu'on est en 2025 à peine. Pogačar, alors Étienne disait que la réponse aux questions sur les records, c'était Eddy Merckx. Moi, j'ai envie de répondre pour le moment. Ouais. C'est clair. Pour le moment, je pense que... Bon, après, Eddy Merckx doit quand même bien dormir là-dessus. Il dira que c'était une autre époque et que c'est l'avènement d'un nouveau phénomène. Maintenant, Pogačar, oui, on en avait parlé dans un précédent numéro, Guillaume. Je t'avais dit on verrait à la fin des Flandriennes où on serait le score. Soit c'est égalité dimanche, soit Pogačar prend pas définitivement la main, mais prend la main sur les monuments, sur la période actuelle. Oh, tu peux dire définitivement s'il gagne Paris-Roubaix. Hein. Il va marquer un coup psychologique en tout cas. Ouais. Après, il ira chercher au moins Liège, il ira chercher Liège et le Lombardie. Ça pourrait faire 11-7 à la fin de l'année, c'est fini. Hein. Van der Poel, il ne reviendra jamais. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se dit que si Pogačar avait remporté Milan-San Remo, il aurait pu se faire les 5 monuments dans la saison. Ouais. Je ne crois pas que ça a été déjà fait dans l'histoire du cyclisme. Je veux pas m'avancer, mais je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de réponses Eddy Merckx dans l'histoire du cyclisme. Étienne, je vais te laisser checker ça, mais je ne crois pas qu'un seul coureur dans sa carrière ait remporté tous les monuments la même année. Juste à titre de comparaison, Eddy Merckx, il a remporté 19 monuments au total. Il a mis 10 ans à remporter ces 19 monuments. Roger de Vlaminck, il a mis 9 ans à remporter ses 11 monuments. Et pour ceux qui sont derrière en termes de longévité, par exemple, Rick Van Looy, qui a égalisé Tadej Pogačar, eh bien, Rick Van Looy, il a mis 17 il a mis 7 ans, pas 17 ans, mais 7 ans à remporter ces 8 monuments. Pogačar, il a même pas mis 4 ans. Puisque, je vous confirme, hein, Merckx n'a jamais gagné les 5 monuments la même année. Et aussi étrange que ça puisse paraître, il a même jamais gagné 4 monuments la même année. Et ben voilà. Donc en fait, Pogačar a déjà fait aussi bien que lui, si je dis pas de bêtises, en 2000. Non, pour l'instant, il a encore 4 monuments, pardon. Il n'en a pas encore gagné 3. Bon, mais si on va passer à la suite, d'ailleurs, il n'y a que 3 coureurs qui ont remporté les 5 monuments, alors pas forcément la même année, mais les 5 monuments, Eddy Merckx, Roger de Vlaminck et Eric Van Looy. Voilà, pour des Belges. Les 3 coureurs, que des Belges, en effet. Bon, on va passer à Mathieu Van Der Poel quand même, parce que c'est le principal perdant de ce Tour des Flandres. Il a longtemps tenu la roue de Tadej Pogačar, mais alors quand il a explosé à 18 bandes de l'arrivée dans le vieux Corabon, le 3e et dernier passage, il l'a pas fait à moitié. Alors, question, messieurs, Julien, je te pose la question, est-ce que Van Der Poel en a-t-il trop fait dans sa préparation, ou alors est-ce que son craquage s'explique par le fait qu'il a révélé après course qu'il était malade pendant 4 jours sous antibiotiques après le Grand Prix E3 ? Et forcément, est-ce qu'il en a trop fait ? Il en a peut-être trop fait ou pas assez fait en ayant été malade. Ça, on sait pas trop. Après, je pense que l'excuse, on va pas parler d'excuse, c'est pas le mot exact. Le fait qu'il révèle qu'ils sont sous antibiotiques,
n'est pas une excuse sur Mathieu Pogacar, c'est pour Mathieu Pogacar. Tu vois, regarde, le débat voilà. sur le meilleur des deux se mélange. Voilà. Ben voilà, on l'a trouvé le coureur qui a gagné 5 monuments. Mathieu Voilà. Pogacar, Tadej Van Der Poel. Non, mais Mathieu Van Der Poel ne servira pas de ça comme excuse en disant non, mais j'étais pas bien parce que non, c'est. D'ailleurs, lui-même n'a pas voulu. Hein. On l'a plus ou moins. Ça a été plus ou moins. Il n'a pas dit directement, a priori d'ailleurs. Il a dit qu'il voulait pas s'en servir comme excuse. Oui, non. Interview. Mais non, après sa préparation était peut-être était la même que les autres années. Il a coupé après E3 les autres années. Là, il est peut-être pas allé en Espagne se mettre au chaud comme il a fait d'habitude les autres années. Donc, sur sa préparation, j'ai pas trop d'inquiétude. Il a quasiment fait la même. Hein. Étienne, est-ce que sa défaite face à Pogacar s'explique dans le fait qu'il ait été malade, tout simplement? Alors, il est clair que c'était pas le meilleur Mathieu Van Der Poel qu'on ait pu voir. Je pense que c'était pas le même que sur le Tour des Flandres 2024. Mais est-ce que le Van Der Poel 2024 aurait battu Pogacar? J'ai envie quand même de dire non. Parce que je pense que Pogacar était tout simplement injouable. Parce qu'il faut pas oublier que derrière, il bascule à 13 secondes au sommet du Paterberg et qu'il leur met 50 secondes en 13 km. Donc sur le plat, il était aussi très très fort. On parle beaucoup de ses attaques dans les monts. Mais le garçon était quand même très costaud sur les parties planes aussi. Van Der Poel, est-ce que finalement il ne peut remporter de monument que si Pogacar n'est pas au départ? Alors vous allez me dire, il a battu Pogacar à Milan-San Remo, d'accord. Mais est-ce que finalement sur le Tour des Flandres, du moment où il y aura Pogacar au départ, alors il l'a battu au sprint, dans un sprint particulier, c'était il y a 3 ans maintenant, on se rappelle avec le podium de Madouas. Est-ce que c'est acquis maintenant? Même sur le Tour des Flandres, bon ben voilà, avec le dénivelé, Pogacar va faire en sorte de faire craquer Van Der Poel. La vraie question qu'on peut se poser, c'est qui peut battre Tadej Pogacar depuis 2024 dès qu'une course dépasse 2000 mètres de dénivelé positif? Je pense que en fait, c'est ça la vraie question. Et je pense que la réponse, c'est personne dans l'état actuel des choses. On l'a vu au championnat du monde, il a fait un raid solo sur un parcours qui était quand même loin de lui être favorable. Dès qu'on dépasse du dénivelé sur les Flandres, c'est 2000 mètres de dénivelé, mais il a le pourcentage avec lui. Dès que ça dépasse les 2000, il est intouchable. Pogacar est intouchable. Je vois pas comment il peut perdre. Et puis, il est intouchable et en plus, il gagne en solitaire. Avant qu'on fasse le podcast, je m'étais posé la question de la dernière fois où Pogacar avait été lâché. Il a été battu, mais la dernière fois où il a été lâché. Et je pense que c'est la Loz sur le Tour 2023. C'est Vingegaard, hein. Ouais, c'est Vingegaard. Hein. Et depuis, ça fait 1 an et demi que Pogacar n'a jamais été lâché à la pédale. Il a été battu des fois. Narvaez l'a battu au sprint sur le Giro. Van Der Poel l'a battu. Philipsen l'a battu aussi sur Milan-San Remo. Il a été battu par Vingegaard au Luran l'année dernière aussi. Mais il n'a pas été lâché. Jamais. Il n'est jamais lâché. Donc à partir de là, forcément, je vois pas comment il peut perdre une course. À partir du moment où il n'y a pas de problème. Julien, est-ce que pour toi, Mathieu Van Der Poel a tout fait bien dans cette course, mais il est juste tombé sur un os? Je pense qu'il est tombé sur l'os Pogacar. Je rejoins Étienne là-dessus. Pogacar, il est rarement battu parce qu'il arrive toujours seul ou des fois, oui, contre Narvaez, contre Vingegaard. Et c'est vrai qu'il il a besoin de sortir, il a besoin de s'isoler et puis le dénivelé fait toujours. Là, on verra dimanche, les deux seront au départ. Le dénivelé d'un Paris-Roubaix. Si ça excède les 500 mètres, c'est beau, quoi. C'est dans le secteur de Canfin-Pével, non? Il y a 3 mètres de dénivelé. Ça permet de dire bonjour à François Père Noël, à mon fidèle acolyte. Alors juste François Père Noël, qui n'est pas là en ce moment, mais parce qu'il a accueilli un deuxième heureux événement. Hein. Il faut aussi gérer la vie de papa, donc c'est pas simple. Donc on le salue. Il va nous écouter, on fait une grosse bise. Voilà, vas-y Julien. Non, ouais, il y a quand même plus de dénivelé. Il doit y avoir 50 mètres sur Mont-Saint-Pével. 50 mètres doigts mouillés, non? 50 il doit bien avoir 50 mètres. Quand je l'ai fait l'été dernier, ça piquait quand même aux jambes. On va passer C'est parce qu'on n'est pas bon sur le vélo, en fait, c'est pour ça. Tu penses que c'est ça? Ouais, malheureusement, je pense qu'en fait, on n'a pas le même niveau que les gaziers devant, quoi. Ah, mais c'est ça le problème. Ah oui, d'accord, ok. Ah mince. Je comprends pas, j'avais acheté un vélo à 20 000 et j'arrivais pas à rouler. Mince. Ah, mais c'est pas le vélo qui fait avancer comme les autres? Ah mince. Ah non, faut être en forme. Ah mince. Bon, allez. Il y en a un qui est en forme aussi et qui a... Alors, lui, on peut se demander s'il en a peut-être un peu trop fait dans sa préparation, contrairement à Van Der Poel, parce que bon, c'est vrai que Van Der Poel, entre Milan-San Remo et le Tour des Flandres, il a juste fait le E3 où il l'a emporté. Bon, après, météo compliqué sur le E3, il est malade pendant 4 jours. D'ailleurs, météo sur Tirreno Adriatico,
Et il a remporté Milan-San Remo une semaine après, mais il y en a un qui complète le podium, quand même, il est sur la photo. Et on va dire que c'est le troisième plus fort sur cette période des Flandriennes, c'est Mats Pedersen, qui termine deuxième d'ailleurs, et non pas troisième. Ça fait un peu penser au podium de Milan-San Remo avec Ganna qui s'intercale entre Van Der Poel et Pogačar. Lui, est-ce que réellement Pedersen, Étienne, il en a trop fait cette saison et que bon, alors, ok, il tombe sur plus fort, mais est-ce que on sent qu'il n'a pas la aussi bonne patte que par exemple à Paris-Nice où il a impressionné? Jusqu'au matin du Tour des Flandres, je t'aurais dit oui, mais là je suis obligé de dire non maintenant parce que la course lui a quand même donné raison. C'est pas une question de trophée, c'est juste que Mats Pedersen, son niveau objectif, il est moins bon que Pogačar et Van Der Poel. Sauf que aujourd'hui, hier, à l'heure où on tourne ce podcast, il en était pas si loin finalement quand même. Ils ont mis des fois ils ont pas réussi à le faire péter, et d'autres fois ils ont mis longtemps à le faire péter. Et c'est la première fois pour moi que je vois Mats Pedersen autant capable de suivre les deux monstres. Alors finalement, il s'est peut-être donné de confiance en faisant ses raids à Gand-Wevelgem. Il s'est peut-être fait donner confiance en essayant de bousculer Van Der Poel sur le GPE3 parce que c'est lui qui lance la course. Et finalement, je pense que cette confiance, ça lui a permis de peut-être davantage y croire par rapport aux autres années. Julien, sur une course de 250 bornes il y a une semaine, il faisait quand même 60 bornes en solitaire pour l'emporter, Mats Pedersen. Bon, avec un vent assez inconstant à Gand-Wevelgem. Puis non, et puis alors, il reprend confiance en lui, le bonhomme, parce qu'il a eu quelques années un peu compliquées, j'ai l'impression. Il fait péter tout le monde de Tyenberg sur GPE3. Derrière, il sort dans les Plug Street sur Gand-Wevelgem à plus de 60 bornes de l'arrivée. Alors, est-ce que ça pourrait pas être un des concurrents supplémentaires de Paris-Roubaix? On en parlera un peu plus tard. Mais après, il a vécu, tu parlais de la météo pour Van Der Poel sur Tirreno. Faut pas oublier la météo du week-end final de Paris-Nice, quoi. Oui. Bon, et on en avait parlé à ce moment-là. Je t'avais dit, attention, ça peut peser aussi longtemps sur les organismes, des météos comme ça. Ouais, exactement. C'est vrai que Mats Pedersen, moi, contrairement à Mathieu Van Der Poel, on va dire, parce que je posais la question, est-ce que Mathieu Van Der Poel en a trop fait? Bon, on est d'accord que non, mais le fait d'avoir été notamment malade, ça n'a pas aidé dans sa préparation. Mais par contre, Mats Pedersen, depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il veut se prouver quelque chose, en fait. C'est un peu ça. À chaque course, il a voulu en faire beaucoup pour peut-être se prouver quelque chose. Il essaie de se prouver que, en mon opinion, qu'il est encore un grand coureur, que son titre de 2019, c'était pas du hasard, et que il a envie de continuer à progresser. 29 ans, ça commence aussi à être l'âge, un âge où tu commences à être dans la fleur de l'âge, et après tu vas décliner. Et il y a une donnée aussi qui est peut-être non négligeable, c'est qu'il est en fin de contrat chez Lidl Trek. Alors après, moi, je suis Lidl Trek, je le prolonge, parce qu'il est quand même capable de te remporter de très belles courses et aussi d'être passe-partout, d'être leader pour les Flandriennes et derrière de faire le travail aussi pour Jonathan Milan dans le sprint à l'été. Bon, et notamment aussi de remporter des courses. Étienne, tu veux peut-être rebondir sur Mats Pedersen avant de passer à la suite? J'avais dit que c'était un peu le Joe-Wilfried Tsonga du cyclisme, qui est l'excellent coureur qui est tombé sur la pire époque pour pouvoir gagner des grandes courses. Et je pense que ça confirme encore une fois, parce que je pense qu'il fait peut-être la meilleure course de sa carrière, au moins sur un monument, mais je pense même tout court. Et finalement, il est quand même à 1 minute 01 de Pogačar comme les autres. Messieurs, vous inquiétez pas, on a évoqué très rapidement les Belges tout à l'heure. Ils sont 3 dans le top 6. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas un seul sur le podium. Bon, Wout van Aert 4, Stuyven 5, Benoît 6. On va parler de Wout van Aert dans la partie Paris-Roubaix en fin de podcast. Donc restez avec nous très rapidement avant de passer aux femmes. Parler des Français. C'est Aurélien Paré-Peintre qui est le meilleur français sur ce Tour des Flandres, 16e. Valentin Madouas est lui 17e juste dans sa roue. Sprint pour la 8e place, un peloton pour la 8e place avec une quarantaine de coureurs. Et je regarde, ce sont les 2 seuls Français de ce peloton des poursuivants. Bon, de manière générale, le fait qu'il y ait 7 coureurs qui se sont joués la victoire ou le podium
et que derrière il y a une grosse masse pour la 8e place, ça représente assez bien finalement la physionomie du peloton. Maintenant, Étienne, Aurélien Paré-Peintre, meilleur français sur le Tour des Flandres, ça, si on m'avait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais pas cru. Ouais, c'est vrai que j'avais vu passer un tweet de quelqu'un qui pronostiquait Paré-Peintre, mais qui datait de fin 2024 comme étant le meilleur français sur le Tour des Flandres. Donc big up à lui parce qu'il fallait quand même le voir venir parce que je pensais un peu comme toi. C'était un coureur qui était plutôt réputé bon grimpeur, bon puncher, et c'est vrai que finalement, c'est un peu à l'image de ce cyclisme de version 2025 où finalement il y a de moins en moins de profils spécifiques. Avant, comme on disait, il y avait les Flandriens, les Ardennais, les grimpeurs, les rouleurs, les sprinters. Là, maintenant, on a des coureurs qui sont redevenus polyvalents, un peu comme c'était le cas jusque dans les années 80, où tu avais des grands coureurs qui pouvaient aller chasser sur plusieurs terrains. Donc ça, je trouve que d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, parce que finalement, ça permet de voir toujours les mêmes coureurs. Enfin, on voit les coureurs tout au long de l'année, et pas juste façon Lance Armstrong 3 semaines dans l'année. Donc ça, c'est bien. Mais ouais, finalement, 16e, après, finalement, ça fait mal. Hein. C'est à l'image de... On est à notre place. Hein. Ouais, c'est vrai. Julien, d'ailleurs, Aurélien Paré-Peintre, c'est vraiment un coureur qui est assez complet. On le voit performer toute l'année. C'est un peu, alors c'est cette place de meilleur français au Tour des Flandres, qui est certes une 16e place, mais c'est un peu ce qui montre, ce qui prouve que Paré-Peintre est un vrai bon coursier, quoi. À Paré-Peintre, c'est un peu ce que disait Étienne. On commence à retrouver des coureurs très polyvalents. Un peu, alors, est-ce que c'est l'influence du cyclisme féminin où les femmes sont encore très polyvalentes? Mais non, on a des coureurs qui redeviennent polyvalents, la Paré-Peintre, même Madouas, hein, qui peut sauver des coups aussi en montagne. Après, ouais, c'est un peu le prototype du puncher qui peut passer les pavés, qui peut passer les bosses courtes. Ouais, donc, je suis moyennement surpris de le voir dans ce top 20. Allez, Paré-Peintre 16e, Madouas 17e, les deux meilleurs français de ce Tour des Flandres. Je regarde rapidement derrière où on en a. Il me semble, voilà, Clément Russo qui est dans le deuxième groupe à 49e. Et puis ensuite, il n'y a pas eu beaucoup de Français déjà au départ et qui ont terminé. Arnaud Desmar 58e dans le groupe à 7,23. Il est dans le même groupe que Damien Touzé 60e, Paul Magnier 62e, Alexis Renard 71e. On va citer les deux autres Français qui ont terminé, Olivier Legac et Léandre Lozoué de la Arkea BNB Hotel. Voilà, ça permet de les saluer. Et puis il y a le petit Pierre Gauthierat que je suivais. Il n'a pas terminé, il a fait DNF sur ce Tour des Flandres. Bon voilà, on espère le voir plus à l'avance sur Paris-Roubaix. Il fait partie de la chute à 125 km de l'arrivée. Il me semble qu'il est dedans, ou juste avant, mais je crois qu'il en prend une belle, Pierre Gauthierat. Ouais, donc forcément pas facile pour lui. D'ailleurs, John Degenkolb, hein, qui devait faire Paris-Roubaix, son dernier Paris-Roubaix qui s'est cassé la clavicule, ça c'est triste nouvelle, Étienne. On en connaît un qui devait faire son dernier Tour de France, qui s'est cassé la clavicule et qui est revenu l'année suivante. Hein. Et qui a gagné l'étape. Franchement, un certain Mark Cavendish. Donc franchement, moi je me dis, il va peut-être repousser sa retraite pour pouvoir refaire un dernier Paris-Roubaix. Hein. Voilà. Est-ce qu'il ferait pas un dernier Paris-Roubaix et arrêter le soir de Roubaix à la Tafi? Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'il a tellement fait pour Paris-Roubaix en le remportant, et également ce qu'il avait fait pour Paris-Roubaix Junior il y a quelques années où il leur manquait 15 000 € de budget pour boucler, pour pouvoir organiser. Et il les a mis de sa poche pour que cette course ait lieu. Donc je pense que ce serait aussi un bel hommage qu'il aille au moins jusqu'au prochain Paris-Roubaix. Quoi. Ouais, on se souviendra qu'en 2023, il était quand même largement dans le coup quand il s'est envoyé dans le fossé par Van Der Poel et Vermeersch ou Philipsen d'ailleurs, je sais plus, mais un des deux. Philipsen. C'est Philipsen. Hein. Ouais. Et puis il faut pas oublier que Degenkolb, en plus de Paris-Roubaix, il a une histoire particulière avec Roubaix en ayant remporté l'étape en 2018, passé par les pavés de Paris-Roubaix, justement. Coureur frisson, d'ailleurs, je trouve, Degenkolb. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais coureur frisson. Et vainqueur de monument, John Degenkolb. Hein. Faut le rappeler quand même. Milan-San Remo et Paris-Roubaix, ouais. 2015, Milan... La même année. Eh bien les deux, ouais, il fait les deux la même année, exactement. 2015 pour San Remo et Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Ouais. Puisque 2016, le vainqueur de Paris-Roubaix 2016 est... Mathieu Heyman. Ouais. Eh oui, la grosse surprise. C'était Orica Greenedge à l'époque, l'équipe. Bon, allez, on parlera de Paris-Roubaix après. On va parler de la course femme de ce Tour des Flandres avec une autre championne du monde qui l'a emporté, Lotte Kopecky.
Devant, et là, mes yeux commencent à pleurer, les larmes coulent. Pauline Ferrand-Prévot, deuxième seulement, qui s'est fait battre. Bon, au sprint assez logiquement, on va en parler un peu quand même parce que Lotte Kopecky a vraiment dominé ce sprint final où elles étaient 4 à se jouer la victoire. C'est Liane Lippert qui termine 3e et puis Kasia Niewiadoma, la vainqueur du dernier Tour de France, qui termine 4e au pied du podium. Un groupe de poursuivantes à 1:13 pour la 5e place. Remporté ce sprint par Kimberley Lecourt-Pinard de la Age Insurance Soudal Team. Tu m'en avais parlé, Julien, dans la présentation de ce Tour des Flandres d'ailleurs, de la Mauricienne. Et le top 10 complété par l'Italienne Letizia Borghezzi, Elise Chabet pour l'FDJ Suez 7e, Hélène Van Dijk 8, Puck Peters 9 et Marlène Reusser 10e. Dans ce groupe-là, il y avait aussi Anna van der Breggen 11e. Messieurs, Julien, peux-tu déjà revenir un petit peu sur le scénario de cette course et nous dire comment ces quatre-là se sont joués la course dans le final? Alors, on est parti déjà sur une chute au kilomètre 1, entraînant Puck Peters au sol. Bon, chute sans gravité, à part pour son cuissard, visiblement. Kilomètre 5, un groupe de 7 qui sort, qui prend 7 minutes d'avance assez rapidement. Groupe qui s'étiole, et avant l'Eikenberg, la dernière échappée a pris le Tacey et Nicole Senga qui sont prises par le peloton. Et après, c'était par rapport aux autres années un peu plus long à se décanter. C'était plus de l'élimination par l'arrière, avec quelques petits coups, mais sans vraiment que ce soit pesant. Et dans le vieux Quarmont, Lotte Kopecky qui fait une sélection. Et là, elle sort avec Pauline Ferrand-Prévot, Liane Lippert et Kasia Niewiadoma. Pauline Ferrand-Prévôt qui n'était pas trop mal. Il faut savoir qu'elle est tombée. Elle a été retardée par une chute. Elle revient dans le peloton. Elle chasse flou. Et elle a utilisé pas mal de cartouches, je pense, sur ses retours. Notamment après sa chute avec Amber Crack et Elise Chabet. Oui, dans un virage sur la gauche où c'est à l'entrée d'un secteur, non Juste à l'entrée de Marie Borstrat, de souvenir. Elles sont en tête de peloton, elles s'apprêtent elles sont aux 3 premières places et elles se retrouvent à terre. La première glisse et entraîner 2 autres. Et après, forcément, quand tu dois re-rentrer et refaire un effort, peut-être ce qui lui manque, en plus de sa grande forme, peut-être ce qui lui manque sur le sprint face au Kopecky. En sachant que déjà, la voir tenir autant tête à Kopecky, c'est quand même une grosse surprise. On connaît la caisse, l'endurance, l'explosivité aussi dans les monts. Pauline Ferrand-Prévot qui vient du VTT, qui était extraordinaire dès que la route s'est levée en VTT. Mais c'est vrai que sur un sprint, c'est pas forcément surtout sur un sprint plat. Moi, j'avais peur qu'elle fasse 4 ou on va dire 3. On savait que Katarzyna Niewiadoma au sprint, c'est compliqué. C'est ce que j'allais te dire. Avec Kasia Niewiadoma dans le groupe de 4, tu étais sûr de faire podium. Mais entre Lotte Kopecky et Liane Lippert, beaucoup disaient Liane Lippert, attention, elle peut aller chercher Kopecky au sprint. Finalement, elle est derrière Pauline et puis une Pauline Ferrand-Prévot qui elle était pas si loin que ça finalement et ça m'a vachement surpris. Tu disais en début de podcast que t'as failli te lever de ton écran. Je t'avoue que moi, j'ai pas failli me lever de mon écran. J'étais bien debout devant ma télé à regarder, presque un poil déçu finalement que ça échoue. J'avais presque un petit côté Sylvain Chavanel Tour des Flandres 2011. Là, je ravive des mauvais souvenirs. Maintenant, oui, parce que j'ai revu la vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, moi je suis retombé dessus. C'est l'année où il bat Neuyen ce sprint, c'est ça dans mes souvenirs. C'est exactement ça. C'est l'année où Vauclair gagne le Tour aussi. Ah ouais. Mais et 8 ans avant la victoire de Thibaut Pinot au Tour de France. Voilà, exactement. Voilà. Mais pour revenir à Pauline Ferrand-Prévot, c'est la première Française sur le podium du Ronde chez les femmes. Et ça, c'est quand même relativement fort. Ouais. J'avais écrit un article en début d'année où je me posais la question de savoir si une Française pouvait gagner une grande course cette année, en 2025. Je pense que pour moi, la réponse était oui. Mais là, plus que jamais, la réponse, elle est oui. Une Française, elle peut vraiment gagner une grande course en 2025. Alors, vous inquiétez pas, on va parler de Pauline Ferrand-Prévot de manière un peu plus prononcée dans quelques instants. Juste pour revenir sur la course, Julien, il y a une favorite qui s'est retrouvée à terre. Et finalement, moi, je la mettais en principale favorite. T'étais pas forcément d'accord avec moi parce que tu avais mis Lotte Kopecky dans ses 3 étoiles avec elle, c'est la championne d'Italie, Elisa Longo Borghini. D'ailleurs, on a eu un peu peur parce qu'on l'a vu rester un peu, non pas inanimée, mais rester au sol sans trop bouger pendant de nombreuses secondes avant finalement de reprendre le vélo. Elle a pris une vraiment grosse chute. Alors,
Chose qui se fait rare dans les retransmissions télé. Bah, la caméra, elle a filmé les autres. Elle a vu qu'il y avait Longo Borghini qui était allongé. Elle a attendu qu'elle bouge un peu avant de commencer à la refilmer. Et ça, j'ai trouvé très classe de la part de la VRT de faire ça. Parce qu'on voit malheureusement, quand il y a des grosses chutes, s'attarder sur le plus gros blessé. Après, elle est repartie et elle a été arrêtée par sa directrice sportive médecin parce que elle était vraiment sonnée, quoi. On en parlait, on va pas trahir de secret, on en parlait en off juste avant le podcast. Juste avant de commencer le podcast, on en parlait. Étienne, la gestion des commotions dans le vélo. On a vu Vingegaard reprendre la route et terminer une étape à Paris-Nice. Bon, c'est vrai que si un vainqueur du Tour de France avait avait abandonné une course sur commotion d'une course de préparation au Tour, je vais pas dire que ça l'aurait foutu mal, mais ça aurait fait parler. Tu comprends, toi, qu'elle ait pu reprendre la course comme ça ? Pour développer ce qu'on disait en off, c'est sa directrice sportive, sa seconde directrice sportive qui est médecin, qui l'arrête. Et moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui serait passé si, déjà, elle n'était pas médecin, et si de deux, elle n'avait pas eu cette conscience professionnelle de se dire, je pense que la santé de ma coureuse vaut mieux qu'une potentielle victoire. Et alors, ce qui serait passé, on va pas se mentir, c'est qu'elle aurait continué. Et ça aurait fait comme Vingegaard sur Paris-Nice quand il prend une gamelle, et puis ça aurait fait comme Robin Bardet sur le Tour de France 2020. Mais il y a bien un médecin qui va l'examiner lorsqu'elle est à terre. Mais moi, j'ai pas vu l'image. Je pense que vaut mieux laisser la parole à Julien qui a plus suivi. Moi, j'ai pas vu l'image de la chute. Alors, il y a des médecins qui sortent comme sur toutes les courses, hein, et qui la laissent se relever et repartir avec c'est dingue ça quand même. Avec ses coéquipières. Le protocole commotion, il n'est pas encore autant développé que dans des sports de contact tels que le rugby. Hein. À quand le protège-dents connecté en vélo? Voilà, ou le casque connecté, hein, pour que on en est tellement dans les technologies, mais oui, le médecin lui pose 2-3 questions, il la regarde, machin. Si ça répond, ça répond. Après, regarde, ils avaient bien laissé repartir Marta Cavalli sur le premier Tour Femmes. Hein. Ouais, mais je trouve ça dingue. Enfin, tu vois, on est en 2025, la santé des coureurs, des coureuses est ultra important, et on laisse une des grandes figures du peloton repartir sur son vélo alors que la fille, elle est sonnée. Normalement, dans les commotions, elle sait plus trop où elle est, sait plus trop où elle habite. Et on sait comment le cerveau est, hein. Machinalement elle va suivre la roue de devant, et s'il y avait un truc qui s'était passé, on va dire 2-3 km plus tard, qu'un chien lui passait devant dans la traversée d'un village, elle aurait pas eu les fonctions cognitives à 100% pour peut-être s'arrêter, et ça aurait pu faire une gamelle encore plus énorme en cas d'autres problèmes, même une autre chute dans le peloton devant elle. Moi je trouve ça grave quand même de la laisser repartir sur le vélo. J'en ai eu une de commotion cérébrale il y a 2 ans où j'étais bien sonné et autres. Les pompiers n'ont pas voulu me laisser repartir. Je suis pas coureur, machin. Mais repense autre chose. Tu sais pas s'il n'y a pas un hématome qui est en train de se créer au niveau du cerveau. Voilà. Tu sais pas toutes ces choses-là. Puis, moi, je trouve que dans ce protocole commotion, tu restes sonné par terre. Je sais pas, je donne un exemple. Plus de 2 minutes, tu repars pas. Mais bien sûr. Étienne, on suit le rugby pas mal tous les deux aussi. Quand tu vois comment sont les gars commotionnés, qui titubent, ils savent plus où ils sont, ils savent plus trop où ils sont. Là, de voir Lisa Longo Borghini repartir sur son vélo, moi ça m'hallucine. Moi aussi, et c'est là qu'on se dit par contre, pour mettre un peu de positif dans cette histoire, c'est là qu'on se dit que le casque c'est quand même bien, parce que si elle a été commotionnée avec son casque, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé si elle en avait pas eu. Et surtout le développement des casques aujourd'hui, hein, qui sont plus résistants que dans le passé où franchement c'était juste. Du moins, ouais. Oui, ils absorbent plus les chocs. Et d'ailleurs, quand on voit aussi, et Julien t'en parlait, la longueur, la durée de laquelle Lisa Longo Borghini est restée à terre après sa chute, moi franchement, je suis sa DS, je lui dis écoute, tu sais quoi, tu vas pas te foutre en l'air pour la saison, vas-y, rentre dans la voiture, désolé, mais ce sera pour plus tard. Alors je sais pas comment ça se passe, Julien, peut-être que tu le sais toi. Est-ce que en rugby en tout cas, il y a pour le protocole commotion, les joueurs sortent 10 minutes, protocole commotion, ils doivent répondre à une série de questionnaires. Alors aujourd'hui, les gars, ils peuvent apprendre les réponses par cœur et ils te les récitent, et puis après emballer, c'est pesé, tu repars au combat, malheureusement. Mais Julien, est-ce qu'il y a dans le
Donc protocole commotion, une série de questions, une batterie de questions auxquelles les coureurs, les coureuses doivent répondre. Il y a des questions, oui, ils répondent à des questions. Mais le truc, c'est que tu peux aussi apprendre les questions par cœur. Et puis en rugby, tu peux sortir 10 minutes et revenir sur le terrain. En vélo, quand tu repars 10 minutes après, ta course perdue, quoi. Sauf si t'es Pogacar à la rigueur. Oui. Mais sinon, ta course perdue. Bon, j'ai pas envie d'expérimenter le truc, mais bon, ça, on verra bien. On a fait une petite digression sur la chute d'Elisa Longo Borghini, mais sur les protocoles commotion, c'est quand même assez important et c'est un sujet. On a vu Vingegaard sur Paris-Nice le jour où Lenny Martinez l'emporte, et là sur le Tour des Flandres, voir Vingegaard le jour où Lenny Martinez l'emporte et la Longo Borghini sur le Tour des Flandres. Bon, voilà, ça interroge. Très rapidement, les 2 points sur lesquels je voudrais qu'on parle sur le Tour des Flandres femmes. Lotto Kopecky dans l'histoire, eh ben oui, elle est désormais la seule triple vainqueur du Tour des Flandres, 3 victoires en 4 ans, puisque l'année dernière, Elisa Longo Borghini l'avait justement emporté. Kopecky dans l'histoire, oui, mais est-ce que c'est une vainqueur surprise? Qui veut répondre? Alors, je vais me lancer avant Étienne. Désolé Étienne, chacun son tour. Alors, c'est une vainqueur, on va dire, un quart surprise quand on a vu comment s'est fini le Dwarsdorf-Vlaanderen mercredi, où elle rentre pas sur le peloton si sa coéquipière fait pas le tempo devant. Elle se fait lâcher sur un pont d'autoroute à 6 km de l'arrivée aussi. Moi, je l'ai pas trouvée aérienne dans Quarmont et Paterberg par rapport aux autres années, l'année où elle finit seule. Elle survolait les pavés, elle touchait juste le haut. Là, c'était un peu plus poussif, j'ai l'impression. Après, on en parlait chez les hommes. Alors, le final était cette interminable ligne droite de 6 km là, vers Oudenarde. C'était vraiment tout vent de face et un vent, on va dire 25-30. Donc, pour essayer de la battre, pour essayer de sortir, c'est compliqué, mais je n'ai pas trouvé super aérienne sur les pavés. Après, il faut savoir qu'elle veut étendre son pic de forme des Flandriennes jusqu'aux Ardennaises. Donc, est-ce que elle n'est pas encore, elle est, on va dire, juste à 95% de son pic, quoi. Il faut pas oublier aussi que elle a surtout dans le viseur cette année d'essayer de remporter le Tour de France. Donc, on parlait beaucoup de l'homogène, du fait que dans le cyclisme masculin, on a un retour un peu dans les années 80. Je trouve que chez les femmes, au contraire, on a de plus en plus une spécialisation. Je pense que le symbole, c'est par exemple l'absence de Demi Vollering sur le ronde. Je pense qu'elle veut vraiment se consacrer sur les épreuves qui lui réussissent le mieux, donc la montagne ou les Ardennaises, mais elle était pas là sur le ronde. Et je pense que on est dans un cyclisme féminin qui progresse énormément. Il y a des noms comme Kimberley Pinard-Lecourt. Il y a 2 ans, elle n'était pas pro. Letizia Borghesi, c'est quand même une des belles surprises des Flandriennes. Elle était déjà dans le coup à travers la Flandre. Puck Peters, qui était une spécialiste du VTT, on la voit qui est quand même très très costaud. Et du coup, c'est vrai que pour pouvoir gagner une course comme le Tour de France, comme ça a l'air d'être le rêve de Lotto Kopecky, il faut qu'elle se spécialise un minimum. Et du coup, forcément, peut-être qu'elle a perdu 1 ou 2% sur des courses comme le Tour des Flandres, qui sont des courses d'endurance, de force aussi malgré tout. Et malgré tout, ça a quand même suffi à ce qu'elle gagne, parce qu'elle a su garder une bonne pointe de vitesse, peut-être un peu moins impressionnante que l'année dernière ou il y a 2 ans, mais j'ai hâte de la voir sur des terrains. Pour l'instant, on l'a pas encore vu en montagne. J'ai hâte de la voir en montagne, voir s'il y a eu des progrès encore par rapport à 2024. Moi, je sais qu'il y a le contre-exemple Niewiadoma, par contre. Niewiadoma qui rêve de regagner un 2e Tour de France, qui est encore là dans le final, et c'est peut-être aussi, par rapport à ça, c'est peut-être aussi le fait qu'elle veuille quand même privilégier de garder de l'endurance et autres, de ne pas travailler sa pointe de vitesse. Ouais, mais Niewiadoma, elle a gagné le Tour. Je pense qu'elle a un peu moins de pression. Elle a touché son rêve. Mais je veux dire, si elle gagne un 2e, je pense que c'est du bonus déjà. Je pense qu'elle s'attendait pas forcément à gagner sur le Tour de France 2024. Et donc, elle peut se permettre, là où Kopecky, pour le moment, elle a jamais été leader sur le Tour de France. Et donc, du coup, elle a fait 2e en 2023, mais en tant que coéquipière de Demi Vollering, mais elle n'a pas eu le statut de leader et elle n'a pas encore gagné le Tour, elle. Messieurs, on va parler du sprint final que remporte Lotto Kopecky, parce que Julien, tu parlais notamment de Dwarsdorf-Vlaanderen à travers la Flandre. Mercredi, elle se fait lâcher dans la course à 2 reprises principalement, mais derrière au sprint, elle remporte le sprint pour la 2e place. Là, dans le Tour des Flandres,
celle qui fait la différence dans le vieux corps roman, qui initie en tout cas cette sélection dans le vieux corps roman, où elles sont quand même, on le rappelle, une bonne quinzaine au pied du vieux corps roman encore là, à 20 bandes de l'arrivée. Mais quand le sprint arrive, eh bien, elle est là. Elle est la plus costaude, elle est la plus puissante, et moi c'est une impression de puissance que m'a donné Lotte Kopecky sur le sprint à Oudenaarde, parce qu'elle lance d'assez loin, légèrement vent de face. Personne dans sa roue ne peut revenir, ne serait-ce même qu'à la hauteur de son pédalier. Et franchement, là on est dans la filière qu'elle aime, c'est-à-dire un peu le sprint, un peu comme sur la piste, où c'est une pistarde qui sait gérer les sprints, Julien. J'allais dire justement, c'était un sprint de pistarde, de fin de course élimination, où tu as déjà pas mal puisé dans tes ressources pour te faire éliminer. Mais tu vois que j'ai revu le sprint cet après-midi pour me remettre dedans pour le podcast, mais tu vois que c'est elle qui tourne le plus les jambes pour le sprint aussi. Donc ça, c'est quelque chose que tu acquiers sur la piste. C'est quelque chose que n'a peut-être pas encore ou n'a plus Pauline Ferrand-Prévot, parce que dans le temps, entre guillemets, on va pas remonter on va passer pour des vieux, mais quand elle gagne son sprint mondial à Ponferrada, c'était un peu le même genre de sprint en petit comité, quoi. Donc elle avait quand même une petite pointe de vitesse en petit groupe, Pauline. Ponferrada 2014 ? Oui, c'est 2014. vrai. Bam. Voilà. C'est vrai, bon exemple, franchement. Étienne, justement sur la gestion du sprint de Lotte Kopecky, c'est là qu'on voit l'expérience de pistarde, aussi elle qui a une grosse pointe de vitesse, parce qu'on parle de sa volonté de gagner le Tour de France, de sa force sur les pavés. C'est aussi une très bonne sprinteuse. C'est elle qui a le mieux géré ce final, ce sprint. Elle savait, elle connaissait ses forces, ses qualités. Elle savait qu'elle ne se ferait pas battre par Nivea Doma, ça c'était quasiment une certitude, mais derrière elle savait comment gérer notamment Pauline Ferrand-Prévot et Liane Lippert de la Movistar, l'allemande 3ème, mais qui a une belle pointe de vitesse elle aussi. Oui, on en parlait tout à l'heure, elle a bien géré son affaire. De toute façon, à partir du moment où tu lèves les bras, c'est quelque part tu avais raison, et je pense qu'elle a su gagner en n'étant pas totalement au top du top, donc on aurait pu, à sa place, quand je vois que j'ai encore 3 coureuses avec moi en haut du Paterberg, tu peux t'affoler et te dire, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Je suis moins forte que l'année dernière. D'habitude, quand je gagne, c'est en solitaire. Elle s'est pas affolée. Elle a collaboré avec les autres. Elle s'est pas cachée non plus. Et, il y avait quand même une forme de sérénité finalement chez la Belge. Messieurs, Pauline Ferrand-Prévot 2ème de ce Tour des Flandres. Est-ce que c'est bien la preuve qu'elle est réellement de retour? Oui, elle avait fait un podium sur les Strade Bianche. Elle échoue au pied du podium 4ème, même si elle est reclassée à la 11e place à Milan-San Remo. Elle a prouvé qu'elle a joué la victoire dans le final. Pauline Ferrand-Prévot, ce Tour des Flandres, est-ce que c'est vraiment le marqueur de ce début de saison pour elle? Julien, je te laisse répondre en premier. Quand elle a annoncé ce retour sur route, tout le monde avait annoncé elle va tout gagner tout de suite. Et moi, j'étais un petit peu plus réservé sur le coup, qu'elle ne gagnerait pas tout de suite. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà à ce niveau-là. Un peu tout comme Van der Breggen, qui est encore un cran en dessous en ce moment. Mais Pauline Ferrand-Prévot qui fait, comme tu dis, qui fait 3 d'Estrade, qui fait top 15 sur le Binda en ayant bossé pour Vos, qui fait 4 de Milan-San Remo, là, qui vient encore de faire un podium sur un monument. Et comme elle le dit elle-même, elle n'est pas encore au top. Elle vise le Tour. Il y a quelques mois de ça, Christian Prudhomme disait que le prochain Français à gagner le Tour ou remonter sur le podium, ce serait peut-être Juliette Labou. Attention, il faut peut-être regarder du côté de la Visma quand même. Je pense que tu as tout dit, Julien. J'ai pas grand-chose à rajouter maintenant. T'es impressionné par ce niveau qu'elle a déjà, elle? Dans la mesure où sa seule vraie déception, c'est Jebel Lafitte en montagne. Pour l'instant, il n'y a que en montagne où elle n'a pas encore prouvé. Et sur le reste, oui, franchement, moi, je m'attendais pas vraiment à la voir. Enfin, je pensais que ça allait être plus une saison de coups d'éclat et de moments de beaucoup moins bien. Et en fait, pour l'instant, c'est sa régularité qui étonne. Encore une fois, Milan-San Remo, elle se fait déclasser, mais elle était dans le top 5. Elle est 2ème d'Estrade. Enfin, dès qu'elle se prend la ligne du départ d'une course, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour finir 50e. Donc il y a cette vraie notion de régularité qui m'impressionne le plus. On dit souvent, moi je viens de la clé, on dit souvent par exemple d'un perchiste que s'il fait 3 fois, 4 fois 5,90, ça veut dire que les 6 mètres sont pas loin. Là, dans le cadre de Pauline Ferrand-Prévot, elle a fait
plusieurs fois podium d'une course, on peut se dire que la victoire est plus très loin. Et d'ailleurs, c'est plutôt Ferrand-Prévot que Marianne Vos qui était à l'avant, c'est dire aussi la forme de Pauline Ferrand-Prévot pour son retour sur route. Et juste pour revenir sur le sprint, elle choisit la bonne roue, elle choisit la roue de Lotto Kopecky à l'expérience, elle sait que c'est elle qu'il faut marquer. Et derrière, c'est ce qui lui permet aussi de prendre cette deuxième place parce qu'elle tient la roue. Elle n'arrive pas à déborder l'Lotto Kopecky, mais elle tient la roue et elle va chercher la deuxième place. Bon, voilà, il lui manquait quelques watts en fait pour aller chercher la championne du monde, Étienne. Oui, c'est vraiment une question. Lotto Kopecky, c'est quelqu'un qui, en grande forme, est quasiment capable de gagner des sprints massifs. Allez, disons s'il n'y a pas Lorena Vibas. Mais sortir une Lotto Kopecky, la battre à la régulière, ça aurait été une performance XXL. Mais elle n'était pas si loin quand même. Messieurs, on vient de parler de ce Tour des Flandres 2025. Ça y est, on a débriefé on va pas dire la reine des Flandriennes, mais l'apogée de cette saison des Flandriennes, parce que pour revenir sur le vocabulaire des puristes, les Flandriennes, ce sont les courses pavées du début de saison en Belgique. Bon, la reine des classiques pavés, c'est quand même Paris-Roubaix, soyons un petit peu chauvins nous Français. On va en parler de Paris-Roubaix maintenant, les hommes et les femmes. On vient de parler du Tour des Flandres femmes, on va parler de Paris-Roubaix femmes qui se déroule donc samedi. Avant de passer aux hommes, Julien, est-ce qu'on doit s'attendre au même scénario de course qu'au Tour des Flandres sur les pavés de Paris-Roubaix? Alors, moi, je suis partisan de dire, après tout le monde va dire que c'est un petit peu de la fainéantise de ma part, mais il n'y a pas de scénario prévisible à Paris-Roubaix. Tu peux faire 50 000 scénarios, tu auras forcément 50 000 et unième scénario qui va sortir. Parce que c'est tellement indécis, tellement indécis sur que ce soit sur du mécanique, sur une chute, mais on va forcément plus ou moins retrouver les mêmes devant. À voir, vu qu'on vient d'en parler, à voir ce que Pauline Ferrand-Prévot peut faire sur un Paris-Roubaix. Elle qui ne l'a jamais couru, elle avait déjà couru un Tour des Flandres, mais un Paris-Roubaix, jamais. À voir ce qu'elle peut faire sur ce genre de parcours qui est beaucoup plus plat. Alors tu vois, Étienne, moi quand on me disait au retour de Pauline Ferrand-Prévot sur la route, on me disait oui, elle vise le Tour de France. Moi je pensais qu'elle est plus, je pense toujours qu'elle est plus capable aujourd'hui de remporter Paris-Roubaix que le Tour de France. Ah, c'est quand même quelqu'un qui a fait deuxième du Giro sur ses premières années sur route. Donc faut pas exclure le fait qu'elle soit capable de grimper. Ouais, mais il y a 10 ans. Ouais, mais bon, à VTT, elle a quand même montré que dire, il y a quand même des belles bosses à VTT. Et elle a quand même montré que c'était pas un manche non plus quand la route s'élève. Je pense qu'il faut un peu de temps pour qu'ils reprennent la caisse en montagne. C'est peut-être quelque chose qui est plus difficile à reprendre quand on n'a pas roulé sur route depuis un certain temps. Mais effectivement, à la limite, je pense que c'est presque plus le Ronde qui est taillé pour elle, encore plus que Paris-Roubaix, si je dois choisir entre les deux, parce que c'est quand même un petit gabarit pour une Ferrand-Prévot. Et sur les pavés plats de Paris-Roubaix, finalement, le même débat va se poser que pour Tadej Pogačar. Julien en parlait, cette imprévisibilité de Paris-Roubaix, c'est ce qui en fait sa caractéristique. Hein. Le Tour des Flandres, tu peux aller préparer la course en faisant toutes les courses de préparation, le 3, Gand-Wevelgem et compagnie pendant tout le mois de mars. Tu seras au Tour des Flandres dans la même forme que dans tes courses de préparation. Paris-Roubaix, il y a quelque chose de particulier. La victoire d'Alison Jackson, si je me trompe pas, c'était en 2023. 2023, Julien, tu me confirmes? 2023, ouais. Exactement. Alison Jackson, la Canadienne qui remporte en 2023. C'est ce qui fait l'imprévisibilité de cette course. On se rappelle que quand Alison Jackson, elle gagne, elle fait partie de l'échappée matinale et que c'est une chute dans le groupe des favorites dans un secteur pavé à une cinquantaine de bornes de l'arrivée qui ralentit tout le monde et qui permet ensuite, dans cette désorganisation, à l'échappée d'aller l'emporter. On se rappelle aussi des crevaisons de la Jumbo-Visma de l'époque, et c'était peut-être 2023 là aussi, ou 2022, peut-être 2023, c'est ça? Oui. Ouais. Donc il se passe quelque chose de particulier dans ce Paris-Roubaix. C'est pas forcément écrit que ce qu'on a vu au Tour des Flandres dimanche, c'est ce qui va se passer samedi. C'est surtout que sur un Tour des Flandres, tu as quand même l'ouverture, le Newsblad, où tu passes sur une bonne partie du parcours du Tour des Flandres. Tu as l'E3 qui passe sur une bonne partie du parcours du Tour des Flandres. Tu as Dwarzer Vlaanderen qui passe sur ce parcours. Donc tu as toujours plus ou moins tes repères sur les monts, comment les aborder et autres. Que Paris-Roubaix, à part 2-3 secteurs pour les hommes qui font le Grand Prix de Denain, les femmes ne passent qu'une seule fois sur ces pavés dans l'année. Donc,
tu as forcément moins de repères. Donc forcément, ta stratégie est plus difficile à mettre en place. C'est d'accord, mais c'est vrai que en plus sur Paris-Roubaix, il y a une notion qui, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qui rentre en compte, c'est que souvent l'échappée matinale peut aller loin. Et d'ailleurs, chez les femmes, elle est tellement loin que c'était Alyssa Jackson qui avait remporté la course, je crois, en 2023, au terme justement d'une échappée. Il y avait une dizaine de coureuses qui étaient en tête de course, dont Marie Lunette et Marion Boras côté français. Et on s'était aperçu que c'était aller au bout. Il y a aussi ça, cette notion où c'est une course où un échappé matinal peut parfois aller loin et même aller au bout. Chez les hommes, il y a eu Mathieu Hedman et Stuart O'Grady. Mais voilà, chez les femmes, ça arrive aussi. Et l'histoire de Paris-Roubaix femmes est beaucoup plus récente. Mais il y a déjà eu un premier coup de Trafalgar déjà il y a 2 ans. Étienne, est-ce que pour toi l'Auto Kopecky peut garder son titre à Paris-Roubaix, qu'elle l'a gagné pour la première fois l'année dernière, et donc faire le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix? Pour moi, oui, parce que ses qualités si par exemple elle arrive au sein d'un petit groupe de 4-5 coureuses ou même plus, elle a cette capacité, en plus c'est sur piste, alors là elle va retrouver des repères qu'elle connaît, mais elle a cette capacité de régler, de les régler au sprint. C'est une femme qui va être quand même dure à sortir de la roue sur des pavés plats où elle est quand même puissante. Donc ça reste quand même pour moi la favorite dans ce sens où elle cumule beaucoup de qualités pour gagner Paris-Roubaix et elle va être mise en confiance par sa victoire au Tour des Flandres. Et on peut aussi présumer que sa forme va encore monter par rapport à dimanche dernier. Julien, j'ai envie de te rajouter une femme dans l'équation. C'est la 17e de ce Tour des Flandres 2025 qui remporte le sprint du deuxième peloton de poursuivante à 3,07. Mais c'est la championne d'Europe, Lorena Wiebes. Parce que sur un parcours comme Paris-Roubaix, elle a peut-être un peu plus de chance que sur le Tour des Flandres. On avait vu qu'elle avait bien progressé dans les bosses, Lorena Wiebes. Elle confiait ça après Bruges de Panne, de mémoire, en conférence de presse, où elle disait que elle voulait pas non plus se consacrer à pouvoir passer que toutes les bosses du Tour des Flandres, de peur de perdre son jump, de perdre sa pointe de vitesse. Après, sur un Paris-Roubaix, si elles nous font la même entente que sur un Milan-San Remo à la Van der Poel-Philipsen, pourquoi pas? Pourquoi pas aller s'imposer sur la piste de Roubaix? Alors, sachant que Lorena Wiebes est devenue championne du monde de piste en octobre, Ballerup, sur le scratch. Après, pour revenir sur ce que disait Guillaume, oui, ça arrive sur un sprint, oui, sur un vélodrome, oui, tu as des repères sur un vélodrome, oui, mais après, que je ne sois de bêtises, 17 secteurs pavés, c'est peut-être pas le même sprint au niveau de la fatigue. Maintenant, le duo peut aller très loin, peut faire embêter beaucoup de monde sur Paris-Roubaix. Ça peut être faire 1 et 3, 1 et 2, 2 et 1. Ouais. Si tu mets Kopecky en 1 et Wiebes en 2. Alors, on n'oubliera pas quand même que Lorena Wiebes a pris une grosse gamelle sur le Tour des Flandres. On a beaucoup parlé de Longo Borghini, mais elle tombe, je crois, avec Kat Ferguson, ou alors elle tombe je sais qu'elle tombe à un moment. Non, c'est avec Ali Wollaston qu'elle doit tomber. Et moi, je pense que ça explique sa contre-performance au Tour des Flandres, parce que c'est pas normal qu'elle ait sauté d'aussi loin avec tout ce qu'elle avait montré avant. Alors, je dis pas qu'elle aurait dû gagner, mais elle doit être au moins dans le groupe à 1,13 pour jouer les accessites. Enfin, par rapport à tout ce qu'elle avait montré, c'est pas normal. Je pense qu'elle a des stigmates, elle a eu des stigmates de sa chute. Et dans quelle mesure les stigmates seront encore présents samedi prochain, pardon. Ça va être une interrogation. Si c'est le cas, forcément, ça va restreindre son statut de favorite. Si elle a bien récupéré, là, elle aussi, c'est une très, très grosse candidate avec le côté surnombre de la SD Works. On n'oubliera pas aussi que la SD Works possède une autre femme de grand talent, c'est Mischa Bredewald, qui d'ailleurs est capable d'aller très vite aussi dans un petit groupe, s'il le faut. Et voilà, donc ça fait quand même 3 filles qui peuvent quasiment gagner Paris-Roubaix au sein d'une même équipe. Anna van der Breggen est prévue. Et c'est vrai qu'Anna van der Breggen, pardon, c'est vrai qu'elle a la SD Works aussi. Julien, elle est prévue? Elle n'est pas prévue sur Roubaix, mais pour rebondir sur Mischa Bredewald, elle peut aussi partir de très loin. Comme on l'a vu l'année où elle est championne d'Europe, elle part à 20 bornes de l'arrivée ou 15 bornes de l'arrivée et personne ne la revoit. Quoi. Parce que c'est aussi une bonne rouleuse qui s'est gérée sur du plat. Donc, ça peut être aussi... la SD Works peut faire un coup de surnombre, quoi. On verra ça. Messieurs, pour terminer cette présentation un peu de Paris-Roubaix femmes, 15 secondes chacun pour répondre à la question. Est-ce que la hiérarchie de Paris-Roubaix femmes sera la même que celle du Tour des Flandres?
Julien, pour commencer. Elle pourrait être la même. Il faut peut-être rajouter dans l'équation une qui n'était pas au Tour des Flandres, qui a fait quelques beaux podiums sur Bruges de Panne, sur Gand-Wevelgem, à travers la Flandre, l'ancienne championne du monde, Elisa Balsamo, qui était là, qui était dans le final l'année dernière. Je pense qu'elle peut rentrer aussi en ligne de compte avec une Hélène Van Dijk que je trouve assez forte cette année. J'allais aussi t'en parler. Julien m'a transformé le 15 secondes en 30 secondes, mais c'est pas grave. Étienne, vas-y. Je pense que du côté de la vainqueur, la hiérarchie sera respectée. Maintenant, du côté du podium, je pense pas qu'on aura les deux mêmes que sur le Tour des Flandres. Julien a parlé de Balsamo, moi j'ai un peu du mal à y croire parce que je la trouve plutôt décevante cette année. Elle est partout un ton au-dessous de ce qu'elle a montré en 2024. Donc j'ai du mal à la voir se réveiller et d'un coup être capable d'aller chercher une Lotto Kopecky, en sachant que il y a d'autres filles qui ont été parfois plus rapides dans un emballage que l'italienne. J'ai un peu de mal. Moi, j'y crois moyen. Pour ne pas dire pas du tout. Bon, messieurs, on va passer au Tour des Flandres, ou plutôt, on va passer au Paris-Roubaix, homme. Allez, le petit lapsus. Pour terminer ce podcast débrief du Tour des Flandres, on parle un peu de Paris-Roubaix. Messieurs, on en a parlé de cette course qu'on a vécue dimanche sur ce Tour des Flandres, qui était assez exceptionnel, le duel avec Pogačar et Van Der Poel notamment, et d'autres coureurs qui vont pouvoir rentrer dans l'équation aussi à Roubaix. Étienne, est-ce qu'on s'attend à un feu d'artifice sur les pavés de Roubaix, avec notamment la trouée d'Arambert qu'on a vu, où on a vu Tadej Pogačar rouler il y a quelques jours en préparation de ce Paris-Roubaix, cette annonce tardive de sa participation. Et pourquoi pas Détroit-Ville, tant qu'à faire. Alors attention à tous les fantasmes, on a vu même si Pogačar a beaucoup attaqué sur le Tour des Flandres, il a pas commencé à déclencher non plus à 90 km de l'arrivée. Est-ce que ça va partir à la trouée d'Arambert? Eh ben, j'ai envie de dire que ça peut partir, mais que ça peut être des outsiders qui peuvent anticiper, voire des très gros outsiders qui peuvent tenter de prendre des coups d'avance. On sait que un peu comme Kung et Ghana sur le Tour des Flandres dimanche. Ouais, et puis voilà, ce qu'a fait un Filippo Ganna ou un Stefan Kung sur le Tour des Flandres, ça peut être plus efficace encore sur Paris-Roubaix parce que reprendre une 20 sur un Paris-Roubaix, ça me semble plus difficile que sur le Tour des Flandres. On est sur des parcours plats, donc il y a un peu moins favorable à Tadej Pogačar. Il pourra pas boucher 40 secondes en un secteur pavé comme il peut boucher 40 secondes sur un mont du Tour des Flandres, par exemple. Julien, feu d'artifice à venir dimanche pour ce Paris-Roubaix homme. Est-ce que tu t'attends aussi à la belle entre Pogačar et Van Der Poel qui en sont un monument partout cette saison? On peut avoir la belle. Alors, je suppose comme tout le monde, comme tout suiveur de vélo, on est tous un petit peu sur Ventus Sky, Météo France et autres. Attention, il devrait pleuvoir dimanche. Donc, ça peut aussi être un facteur de ralentissement, de prise de risque pour Pogačar, qui est peut-être pas le plus habile sur un vélo, comme on a pu le voir au Strade Bianche. Bon, la chute là, ne l'a pas empêché de gagner, mais tu rebouges pas. Si tu tombes, tu rebouges pas aussi facilement qu'au Strade Bianche. Donc, ce sera à surveiller cette météo. Et oui, sinon, ça devrait être un feu d'artifice entre on va dire les deux finalistes entre guillemets du Tour des Flandres, puis pourquoi pas Pedersen ou un Belge dont on a évoqué le nom. Ouais, alors on va pas l'évoquer tout de suite, dans quelques secondes. Juste, Étienne, Paris-Roubaix pluvieux, Paris-Roubaix heureux? La dernière fois que ça a été le cas, c'était en 2021. Il y avait une course magnifique, mais pour moi, c'était pas forcément plus magnifique que d'autres éditions. Ça peut être à l'avantage d'un Pogačar qui est plutôt agile sur le vélo et on sait que la pluie va avantager les coureurs, disons, bons sur leur vélo. Ouais, alors que Van Der Poel pas trop, c'est vrai, à titre de comparaison. Non, mais c'est pas forcément par rapport à Van Der Poel, mais on va dire que ça peut annihiler un peu la notion de poids, malgré tout, qui peut être un peu défavorable à Pogačar. Bon, allez, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Wout van Aert, est-ce qu'il peut jouer la victoire sur ce Paris-Roubaix? Déjà avec la première question, Étienne, est-ce que Wout van Aert t'a rassuré sur le Tour des Flandres? Il m'a rassuré, oui, c'est indéniable. J'ai répondu déjà à la question plus ou moins tout à l'heure. Le fait de le voir acteur, alors il était un peu en dessous dans les monts, notamment les monts les plus pentus, mais il était quand même là et bien là. Il prend quand même une belle 4e place. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour Paris-Roubaix? J'ai l'impression que vu son niveau en sprint, il va falloir qu'il finisse en solitaire. Et encore une fois, je vois pas trop comment il peut finir en solitaire, malheureusement. Alors moi, il m'a rassuré. Alors physiquement, c'était pas le côté qui m'inquiétait le plus ces derniers temps chez lui, c'était mentalement. Mais là, la démonstration inachevée du Dwarsdorf Vlaanderen,
Plus là, son habilité à remonter les pelotons et autres pendant le Tour des Flandres. Son côté mental, peur de frotter, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Maintenant, ouais, il faut qu'il arrive tout seul. Parce que face à un Mathieu Van Der Poel, il a plus le jump qu'il avait avant quand il gagnait des sprints massifs, quoi. Après, Julien, il a quand même été acteur de cette course du Tour des Flandres. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit autant acteur. Il avait montré qu'il avait une bonne patte à travers la Flandre. Certes, il se fait battre au sprint. Et là, franchement, s'il se retrouve au sprint à Roubaix dimanche, il va peut-être se souvenir de ce qui s'est passé 10 jours plus tôt. Mais franchement, de le voir acteur de cette manière, d'être même anticipé avant la montée du troisième et dernier passage du vieux Quaremont, ça, franchement, c'était plutôt surprenant de le voir aussi loin avec les meilleurs. Il fait partie des meilleurs, mais aussi loin en tout cas, avec les deux grands favoris, Van Der Poel et Pogačar. Il lui en manquait un peu. Après, il a peut-être, comme il a pris du retard dans sa préparation, il a peut-être son assimilation de l'altitude, peut-être plus longue que chez d'autres. Maintenant, il peut aller faire podium. Je pense qu'il peut aller faire podium d'Roubaix, ou sinon, il faut qu'il arrive tout seul, quoi. Vraiment. Étienne, toi aussi, tu le vois sur le podium ? Moi, je dirais oui. Tu vois, je serais d'accord avec Julien. En tout cas, il tournera pas trop loin. Oui, de toute façon, il a été capable d'être sur le podium du Tour des Flandres, quasiment sur le podium du Tour des Flandres. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas capable de l'être sur Paris-Roubaix, qui est peut-être plus encore à sa convenance que le Tour des Flandres. Mais après, ça va être dur quand même d'être en haut du podium malgré tout. Ouais, mais il a quand même prouvé qu'il avait retrouvé la bonne jambe, et aussi avec un Tige Benoît qui fait un super travail avec lui, la force du nombre de la Visma Lease Bike. Van Barle qui sera pas mal sur les pavés aussi. Ah oui, et Dylan Van Barle, ancien vainqueur, qui en plus sera surmotivé par la victoire de Pauline Ferrand-Prévot la veille. Ça, franchement, c'est pas pour déplaire. Messieurs, pour terminer ce podcast. Il avait pas l'air mécontent hier. Hein. Oui, ça. Il était au pied du podium à regarder avec des yeux pleins de petits cœurs. Il n'était pas mécontent. D'ailleurs, les deux podiums, j'ai cru voir passer une stat, 37 titres de champion du monde sur les deux podiums, hommes et femmes confondus au Tour des Flandres. 37. Si hommes et femmes confondus, il y a 37 titres de champion du monde. Ah bah oui, si tu comptes tous les titres hors route. Eh oui, parce qu'il y en a déjà plus d'une dizaine pour Pauline Ferrand-Prévot. Parce que j'ai à dire là, vous avez fumé. Bah oui, tu comptes le cyclocross pour Van Der Poel, le VTT, le cyclocross pour Ferrand-Prévôt. Pauline, c'est 13, déjà elle toute seule de mémoire. Voilà. Mathieu Van Der Poel, si tu lui comptes, c'est 13 en élite. Attends, si tu les rajoutes. En élite, on parle. En élite, hein. Mais Van Der Poel, t'en as une dizaine en cyclocross. Il est nul. Surcoté, ça y est. On le sait. Voilà, il est surcoté, Pogačar. Et en plus, il s'est remarqué au tennis maintenant. Donc, oui. Il se fait siffler par le public de Monte Carlo lundi, c'est magnifique. Qui n'a pas capté que c'était lui d'ailleurs. Oui, ça c'était sympa. Juste avant de passer au pronostic pour terminer, il y en a un que je veux mettre dans l'équation, et en fait, je me dis aussi que Paris-Roubaix va peut-être resserrer l'écart entre les favoris. C'est Filippo Ganna. Moi, je pense vraiment que Filippo Ganna, qui avait tenté un coup en anticipation avec Stefan Kung au Tour des Flandres, il peut vraiment être la grosse cote de ce Paris-Roubaix. Je sais pas qui est d'accord avec moi ou non. Oui ou non, je pense vraiment que Ganna peut être l'outsider numéro 1, même plus qu'un Mats Pedersen. Puis il y a un truc qui m'a frappé chez Ganna, c'est que malgré tous les efforts qu'il a fait dans la journée, c'est lui qui règle le sprint des poursuivants. Donc il avait encore de la pointe de vitesse, sachant qu'il y avait quand même pas que des manches derrière. Il y avait quand même, je remonte un peu le groupe, mais Ballerini, Matthews, Tønnesen, Ballerini, Matthews, même du Laurens Pitty, Tønnesen, enfin des coureurs. Trentin, Wright, on remonte au classement en même temps. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui a gagné le sprint des poursuivants. Donc si jamais ça arrive c'est un pistard aussi, Filippo Ganna. Si jamais ça arrive sur un sprint à Roubaix, c'est pas loin d'être le grand favori pour moi à la pédale. Pour revenir à Ganna, il y a aussi un truc, c'est que il n'y a pas les quasi 2000 mètres de dénivelé, quoi. Ça l'arrange. C'est plus plat et entre les secteurs pavés, c'est là que tu peux encore plus lisser ton effort comme il sait super bien faire, quoi. Complètement d'accord avec toi, Julien. On termine ce podcast avec les pronostics pour Paris-Roubaix samedi et dimanche. On va commencer par la course femme. Je veux la vainqueur de Paris-Roubaix. Messieurs, en un nom, qui va gagner Paris-Roubaix samedi? Julien, chez les femmes. Je vais pas être super original, hein, mais je vais dire Kopecky quand même. Hein. Étienne? Je vais pas être super original, je vais dire Kopecky. Et moi, je vais pas être super original, je vais dire Lorena Wiebes. Oh, grosse cote. Sa chute me fait peur. Là.
Je pense que Lorena Wiebes peut, parce que tu me parles de sa chute, mais elle règle quand même ce peloton de poursuivantes là aussi. Hein. On verra. Ferrand Prévot, j'espère qu'elle sera pas très loin et sur la boîte aussi. Chez les hommes, Étienne, vainqueur de Paris-Roubaix, homme. Van der Poel. Julien. Je vais être super original, mais je vais dire Pedersen. Si seulement. Moi, je vais dire comme Étienne Van der Poel. Je pense que Mathieu Van der Poel sera le vainqueur de Paris-Roubaix qui va conserver son titre et rentrer un peu plus dans la légende des Flandriens quand même, parce que c'est un formidable coureur. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce grand débrief du Tour des Flandres 2025 et la présentation de Paris-Roubaix. Comme ça, on va pouvoir faire monter la sauce tranquillement d'ici la fin de semaine et ce week-end de Paris-Roubaix, le week-end sain pour toi Julien à la maison. À domicile, puis bon, moi j'aurais peut-être déjà un état de forme de Wiebes, après voir comment elle a été impactée ou non par sa chute, dès mercredi sur le Grand Prix de l'Escaut. J'allais te le faire en néerlandais, mais le Grand Prix de l'Escaut en français c'est mieux. Schelde de Prige, non? Skelde de Price. Skelde de Price, voilà. Bon, j'ai pas encore l'accent. Étienne, tu le tentes? Non. Voilà, on fera pas mieux. Étienne Gourceau, Dico du Sport, les articles à retrouver. Julien Després, Actu Cyclisme Féminin. Là aussi, merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Merci à toi, Guillaume. C'était sympa. Un grand plaisir. Et puis, on se retrouve dans quelques jours un peu pour le débrief de Paris-Roubaix. Il y aura peut-être une surprise, même un peu entre-temps. Ça, c'est à suivre. Faut encore qu'on négocie. On verra ça. Vélo Podcast disponible sur la chaîne YouTube Vélo Podcast ainsi que sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, Apple Podcast notamment et les réseaux sociaux de Vélo Podcast. Merci beaucoup messieurs, on se dit dans quelques jours. Bon week-end de Paris-Roubaix et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.